Bienvenue dans ma vie de DRH, le podcast dédié au partage d'expériences RH. Je suis Pauline Danguy, dirigeante inspirée chez Go for Human. Bienvenue à tous dans le podcast Ma vie de DRH. Aujourd'hui, j'accueille Erwan Vio, qui est DRH du Novotel Paris-Est au sein du groupe Accor. Alors, en discutant avec Erwan de ce podcast et du concept qu'on a un peu derrière tout ça, de porter des sujets qui tiennent à cœur de chacun des DRH, eh ben, Erwan a décidé de parler du sujet de la fidélisation, ou plus précisément des dérives de la fidélisation en entreprise. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Erwan, je te laisse te présenter et bienvenue dans le podcast. Merci, bonjour Pauline. Donc effectivement, je suis Erwan. Depuis janvier 2024, je suis le DRH du Novotel Paris-Est. Ça fait 6 ans que je suis diplômé en tant que RH. Donc finalement, c'est une carrière qui est encore assez courte d'un point de vue RH, mais j'ai réussi à construire cette carrière pour aujourd'hui être DRH. Je suis passé par plusieurs structures, j'ai eu plusieurs missions au sein de différentes structures professionnelles qui m'a permis aujourd'hui d'être directeur des ressources humaines au Novotel Paris-Est, qui était finalement mon fil rouge depuis que je suis diplômé, c'était d'obtenir un poste à ce niveau-là. Et aujourd'hui, je l'ai et j'en suis complètement ravi. Tu as toujours travaillé dans l'hôtellerie ou tu es passé par d'autres types de structures? Non, je suis passé dans des structures complètement différentes. J'ai été beaucoup dans la prestation de services. J'ai également été dans la sécurité privée en tant que responsable aux relations sociales. Donc là, j'animais les CSE, etc. et la gestion de carrière individuelle. Et puis, je suis venu dans l'hôtellerie chez Accor, chez Novotel, que je découvre. Enfin, on connaît tous Accor, mais l'interne, je découvrais. Et est-ce que tu peux nous en dire plus un peu alors sur le Novotel Paris-Est? Novotel Paris-Est, c'est une structure à part entière. On a un CSE, on a 130 collaborateurs, on a un peu plus de 600 chambres, on a aussi un espace de séminaire et un amphithéâtre qui permet d'accueillir des réunions, des forums, des séries télévisées également qui viennent soit pour filmer, soit pour faire des sessions de dédicaces, d'autographes, de photos. Et du coup, c'est un hôtel qui vit beaucoup, qui vit bien, qui est très animé. Et du coup, j'ai 130 collaborateurs aujourd'hui qui travaillent au quotidien pour cet hôtel, pour faire vivre cet hôtel. Et ça représente à peu près entre 19 et 20 millions de chiffres d'affaires par an quand même. Oui, un bel et gros établissement quand même. Ouais. Et alors, on va se lancer maintenant dans le vif du sujet, maintenant qu'on a compris un petit peu dans quel monde professionnel tu évoluais. Pourquoi est-ce que tout de suite, quand je t'ai parlé de prendre un sujet, tu as décidé de parler des dérives de la fidélisation des collaborateurs? Pourquoi ça te tient à cœur? Parce que c'est un sujet sur lequel on travaille énormément. On pense ressources humaines, on pense à ressources, souvent on fait la blague, il y a ressources, mais il y a aussi humaines, ou il y a humaines, mais il y a aussi ressources. Heu, c'est un métier qui est ou un secteur d'activité qui est compliqué dans le sens où on jongle entre les 2. Je dirais que, les directeurs opérationnels, restauration ou hébergement, ou même le directeur général de manière générale pourrait avoir envie de faire du business, business, business et moins penser au côté humain. Et moi, à l'inverse, je dois penser à ça, mais tout en trouvant un équilibre. Donc j'ai mes objectifs de ressources opérationnelles, par exemple. Cet entre-deux n'est jamais simple à trouver. Donc ensuite, on va aller sur la fidélisation en trouvant des idées pour faire en sorte que le salarié soit investi, parce que c'est un coût de le remplacer, c'est un temps perdu aussi parce que faut le former, faut lui montrer toutes les procédures, etc. Donc les managers n'aiment pas avoir à recruter parce que ça leur prend du temps de trouver des candidats, de trouver des CV, même si nous on est là en tant qu'RH. Et du coup, les entreprises ont trouvé l'idée de les fidéliser, les fidéliser, les fidéliser. Mais c'est pas toujours positif, je trouve, parce que quand je vois un sujet sur la fidélisation, on a l'impression que il faut absolument fidéliser tout le monde, mais je suis pas en phase là-dessus, parce que partout où je suis passé, j'ai toujours entendu des managers dire: «Bah, cette personne-là, je vais devoir, je suis pas prêt de m'en séparer, je peux rien faire, il a toujours été là, personne n'a jamais réussi à faire en sorte que».
Et du coup, ça a été mon sujet de mémoire quand j'ai clôturé mes études RH, de me dire, mais est-ce que les managers ne manquent pas de courage pour dire les choses? Et ça fait 6 ans que j'ai soutenu ce mémoire et je le vois dans toutes les structures auxquelles je passe. Il y a toujours cette idée de lui, je vais devoir me le garder jusqu'à la fin de sa carrière. L'objectif, c'est de montrer que l'affiliation n'est pas forcément positive, mais elle n'est pas non plus négative dans le sens où c'est pas grave s'il y a du turnover, c'est pas grave si la personne décide de partir, c'est forcément positif sur le long terme. À l'instant T, forcément, ça peut faire mal, heu, mais il faut pas faire de la fidélisation une ligne fixe en disant: «C'est ça qu'il faut chercher». Selon toi, quelles sont les grandes dérives, qu'ont pu mettre en place les entreprises, aujourd'hui sur le sujet de la fidélisation? Les grandes dérives, ça va être d'en faire trop pour finalement faire en sorte que la personne ne soit plus motivée à chercher mieux ailleurs. On dit toujours qu'il y a mieux ailleurs. Moi, je dis que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est seulement verte à un endroit différent de l'entreprise où on est. Et du coup, à toujours vouloir en faire plus, on enferme les gens parce qu'ils se diront, notamment par exemple en termes de salaire, quand on est au-dessus du marché, et ce qui est aussi une dérive de la fidélisation, d'avoir des entreprises qui ont voulu, acheter la fidélisation en mettant des salaires, hauts, bah, c'est de se dire: bah, quand faut, je dirais pas s'en débarrasser, mais quand la personne n'est plus investie dans son boulot, n'a plus la lumière qui brille en venant au bureau le matin, mais qui se dit: «Ouais, mais si je trouve autre chose, ce sera forcément, à un salaire moindre et je peux pas me le permettre». Ça, c'est une dérive et c'est une dérive que les employeurs ont mis en place via des politiques salariales onéreuses qui se retournent contre elles, à un moment donné. Ça va être les dérives, ça va être aussi un fort absentéisme. Les personnes n'ont pas forcément conscience ou ne veulent pas être actrices de leur propre parcours professionnel et pensent que c'est à l'employeur de faire le nécessaire. Heu, cette année, par exemple, cette année, en 2024, j'ai financé un bilan de compétences pour une personne qui savait pas trop quoi faire, et qui, s'estimait à bout, mais qui n'avait entamé aucune démarche de recherche et cetera. Donc en échangeant avec elle, je lui dis: «Allez, pourquoi pas ne lui financer un bilan de compétences pour avoir un professionnel qui lui parle et ouvre les chakras?» mais c'est presque pas naturel pour la personne, en fait et heu et je trouve ça dommage et l'absentéisme, malheureusement, c'est quelque chose qui, est véridique. Quand je dis l'absentéisme, c'est l'absentéisme, avec des arrêts de complaisance, ou la maladie de la décennie sur le burn-out. On sait qu'il y a des arrêts qui sont abusifs et les personnes prennent la facilité de prendre un arrêt maladie pour se dire: «Bon, moi, je suis plus dans l'entreprise, je suis tranquille et je souffle un peu», plutôt que se poser les vraies questions de: «Est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Et est-ce que j'ai toujours envie de le faire là où je le fais?» et c'est 2 questions qui sont pourtant simples à se poser, mais que voilà, les gens ne se posent pas et reviennent au bout d'un certain temps quand les droits, sont épuisés ou quand ils se rendent compte que, la sécurité sociale ou la prévoyance ne prend pas, tout en compte ou en se rendant compte qu'en fait les droits à retraite, ils augmentent pas à mesure que les mois, les trimestres et les années de maladie, ne sont pas compris dans le calcul de retraite et donc ça, c'est une dérive de la fidélisation et il y en a d'autres encore. Avant de se parler peut-être alors des autres, potentielles dérives que tu pourrais Mmh. nous partager, sur le sujet du financier dont tu Mmh. parlais et le sujet de l'absentéisme, comment toi, aujourd'hui, tu approches ces sujets-là pour éviter ce genre de dérive? Qu'est-ce que tu mets en place concrètement? Concrètement, j'ai profité de mon arrivée il y a un peu plus d'1 an désormais, mais dans le trimestre qui a suivi mon arrivée, c'est de contacter ou d'envoyer un courrier, de présentation à l'intégralité des personnes qui étaient absentes à ce moment-là, pour leur dire: «Voilà, je suis nouveau, je changerai peut-être pas grand-chose dans votre vie, mais au moins je vous offre un moment d'échange avec moi pour expliquer votre situation. Je n'ai pas envie de la connaître via le dossier que j'ai, sur vous dans mon bureau. Je veux la connaître de vous et trouver une solution». Il y a des personnes qui, clairement n'ont pas répondu. Enfin, faut le dire que tout n'est pas, une réussite et il y a des personnes qui m'ont contacté et dans ce cas-là, on a pu discuter, on a pu trouver des solutions
pour faire en sorte de les sortir de leur propre léthargie, en fait. C'est vraiment ça, enfin, on peut vraiment l'appeler ça comme ça. Et ces solutions vont être de les aider à postuler ailleurs, mais tout en les protégeant par rapport au contrat qu'ils ont chez nous, de dire voilà, si tu trouves quelque chose, t'as pas besoin de démissionner tout de suite, laisse-toi le temps de faire tes preuves au nouvel employeur et pendant ce temps-là, on met ton contrat chez nous en stand-by via le congé sabbatique. C'est quelque chose qui est légal, qui te permet de travailler en toute légalité ailleurs et tout le monde est content. Moi, ça me permet aussi de pouvoir obtenir un remplacement plus facile parce que les arrêts sont souvent d'une quinzaine de jours, voire d'un mois, et c'est compliqué de trouver un remplaçant pour 15 jours, peut-être plus, mais je ne saurais pas combien de temps vous dire. Là, on part sur un congé sabbatique qui est plus long dans le terme, et à partir de ce moment-là, on se dit, bon ben voilà, on a 6 mois et c'est plus facile de recruter un CDD de 6 mois que d'un CDD de 15 jours pour lequel même on pourrait ne pas remplacer. Dans ce cas-là, la charge de travail va sur les autres et on accentue le risque de saturation de ces personnes-là et donc d'absentéisme parce que surcharge de travail, etc. Donc c'est un peu du gagnant-gagnant-gagnant. Super clair et effectivement, ça peut être un bon point d'utiliser, ces congés, sabbatiques dont on a connaître, on oublie souvent un peu l'existence, pour ce genre, en tout cas de passage qui peut être Oui, un peu obligatoire. clairement, c'est les deux personnes qui actuellement en bénéficient n'avaient absolument pas connaissance de ça. Alors, j'ai pas jeté la pierre sur mes prédécesseurs, hein, mais je trouve que c'est vraiment un moyen de les ramener dans le monde du travail et dans une structure qui leur convient peut-être mieux ou qui leur donne une autre vision du travail. Euh, Aucune entreprise n'est parfaite, sinon on essaierait tous d'y rentrer, mais c'est la corrélation de caractère aussi qui doit matcher. C'est pas parce que ton histoire avec le Novotel Paris se termine que ça matchait pas. C'est qu'on a des caractères différents qui, à un moment donné, comme Pauline et moi, on est tous les deux gentils, mais on pourrait ne pas s'entendre parce qu'on n'a pas le même caractère. Et ça veut pas dire que tu es fondamentalement mauvaise ou que je le suis de mon côté. Qu'est-ce qu'il y a comme autre, dérive que tu avais en tête, justement sur cette fidélisation des collaborateurs? On ne le fait pas ici parce que c'est un secteur d'activité qui ne le permet pas, mais le télétravail, c'est une dérive qui peut l'être si elle est mal cadrée. Le tout télétravail n'est pas forcément positif quand aujourd'hui il y a certaines structures qui veulent revenir en arrière et qui se disent mais moi je suis arrivé chez vous parce qu'il y avait le tout télétravail et c'était génial pour mon accomplissement personnel, pour mon équilibre vie privée, vie professionnelle, c'était génial. Là vous me demandez de revenir au bureau mais j'en ai pas envie. Et du coup, aujourd'hui, les managers ou les RH comme moi, c'est comment on va faire pour lui faire comprendre on va pas forcément lui laisser le choix, sauf à ce qu'il parte. Mais du coup, c'est compliqué. Après, en autre dérive, on a aussi le présentéisme, qui est le contraire de l'absentéisme, et le fait de rester, pour avoir des heures supplémentaires, etc. C'est une dérive qui n'en dit pas, qui en dit moins son nom, mais c'est aussi une dérive quand on permet, quand on laisse tout faire. Il y a des personnes qui en profitent et en disant, de toute façon, c'est facile, ici, mon manager me laisse faire ce que je veux et, euh, et du coup, je prends mon salaire à la fin du mois, il contrôle pas mes heures, etc. C'est aussi une dérive quand aujourd'hui on essaye de restructurer un petit peu. Et par exemple, nous, les heures supplémentaires, elles sont pas payées tout de suite, elles rentrent dans un compteur. Mais ce compteur, le manager peut en imposer une moitié en récupération. Et du coup, moi, c'est ce que je fais. J'impose au manager d'imposer au moins la moitié des heures supplémentaires en récupération. Et donc là, au début, ça a crissé un peu des dents parce que j'étais sur ah ben il veut réduire notre pouvoir d'achat, il veut qu'on soit moins payé à la fin du cycle de 6 mois. Et du coup, c'est à le présenter de manière positive en disant non, vous avez été présent lors des forts moments d'activité. Aujourd'hui, il y a moins d'activité. Je fais attention à votre qualité de vie au travail, au repos qui est nécessaire pour toujours être
frais disponibles, ne pas arriver à saturation. Mais en vrai, ils prennent ça pour du salaire en moins. Il y a un autre sujet dont on avait parlé tout à l'heure en off, mais qui était le sujet de la semaine à 4 jours, qui est Oui, aussi un sujet qui est intéressant parce que il est un peu sur dans toutes les bouches en ce moment. Il est testé par certains et je crois que tu m'as dit qu'Accor avait tenté un projet pilote sur la oui. semaine à 4 jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette Alors, potentielle dérive? alors, je sais qu'Accor a été dessus sur un ou deux hôtels dont l'expérience n'est pas forcément concluante ou positive autant que c'était estimé au lancement de ce pilote. Alors, j'ai pas pu échanger avec l'homologue qui l'a mis en place, mais la semaine à 4 jours, c'est toujours compliqué dans le sens où est-ce qu'on s'arrêtera. Il y a même, si on regarde, il y a même déjà la semaine à 3 jours et demi. Et du coup, une fois qu'on l'aura, ce sera la semaine à 3 jours, etc. Et où on s'arrête, c'est comme quand je me rappelle d'une anecdote quand j'étais encore en école primaire, de dire mais c'est nul le dernier jour, ça sert à rien, on fait que des jeux. Mais si on enlève le dernier jour, c'est l'avant-dernier jour qui passe en dernier jour. Et du coup, il y a toujours un dernier jour. Donc oui, peut-être que il sert à rien sur l'apprentissage, mais c'est aussi un moment de clôturer l'année et il le faut. Donc la semaine à 4 jours, elle peut être bien, mais faut pas penser qu'elle est parfaite non plus. Nous, on est à 39 heures semaine, donc ça veut dire que c'est une journée de 7 heures qu'il faut remettre sur 4 jours. 7 divisé par 4, on est quand même sur quasiment 2 heures par jour en plus. Ça peut être très très long. Je vois certains collaborateurs qui sont fatigués à la fin d'un cycle de 5 jours à 39 heures, ce qui est normal. On a tous besoin de nos 2 jours de repos. Si on devait leur dire, bah, aujourd'hui, tu fais encore 2 heures de plus, et ça tous les jours pendant 4 jours, faut voir la balance, mais je pense que certains veulent rester à 5 jours et faire des journées plus courtes. Et je parle même pas de tout ce qui est organisation logistique, notamment lorsqu'on est parent, parce que soit on commence 2 heures plus tôt le matin, soit on commence 2 heures plus tôt, on termine 2 heures plus tard le soir, soit on split cela entre le matin et le soir, et du coup se pose déjà la question de oui, mais les enfants, la garderie, la crèche, la nounou, qui c'est qui va financer la nounou si on les laisse 2 heures de plus, etc. Et ça, c'est une autre dérive aussi qui me fait le fil rouge, c'est on nous pose souvent la question, mais est-ce que le groupe Accor pourrait pas mettre des crèches d'entreprise? Et en soi, le sujet est intéressant à discuter, mais ça va être une autre dérive de fidélisation pour si la personne n'est plus investie, en disant ouais, mais il faut que je retrouve un emploi où il y a une crèche d'entreprise. Et donc là, on repart sur l'effet boule de neige avalanche. Donc pour revenir sur la semaine à 4 jours, elle a ses avantages. Mais faut pas penser que c'est l'Eldorado, que c'est la solution parfaite, parce qu'il y a des choses qui seront beaucoup plus contraintes d'un point de vue logistique. On a des métiers qui commencent tôt, qui peuvent se terminer tard. On a des gens qui arrivent à 5 heures, 6 heures et qui sont obligés de venir en voiture parce qu'il n'y a pas encore de transport en commun à l'heure là. Et ils sont sur des métiers, notamment le petit déjeuner. Si on leur demande de travailler 2 heures de plus, avant, c'est pas nécessaire parce que le petit-déj n'ouvre qu'à 6 heures. Alors peut-être on pourrait dire, mais il peut ouvrir à 4 heures si la personne commence 2 heures plus tôt. Et on va pas les faire terminer 2 heures plus tard parce que ça les ferait terminer à 14 heures ou 15 heures où il n'y a plus de petit-déj. Alors oui, se poserait la question de, mais dans ce cas-là, on peut faire un service mutualisé avec la restauration du midi et du soir. Oui, mais aujourd'hui, c'est pas forcément le cas dans tous nos contrats, cette mutualisation, et donc c'est quelque chose qui se discute sur le long terme. Et là, faut changer les habitudes, faut changer les contrats de travail de certaines personnes, et on rentre dans une autre problématique RH. Hmm. Donc, ouais, la semaine de 4 jours, c'est pas mal, mais pas plus que ça. Pour toi, c'est quoi finalement une bonne fidélisation des collaborateurs? Enfin, une bonne fidélisation, ce serait une personne qui serait honnête avec elle-même et avec l'entreprise, de se dire: «J'ai fait mon temps, je ne suis plus épanoui, je ne suis plus investi, je n'ai plus la lumière, les étoiles qui pétillent quand j'arrive et il est temps pour moi de partir avant que ça devienne contraignant de venir, que ça devienne des personnes qui souffrent, qui deviennent aigries,
qui deviennent démotivés, qui prennent des pieds. Et ça, partout, sans cibler le Novotel Paris-Est, loin de là, partout on le constate. Des personnes qui traînent ou qui se disent «Oh, j'ai la flemme de retourner au boulot demain», etc., etc. Une bonne fidélisation, ce serait de réussir à se dire, avoir le moment de lucidité, de se dire l'entreprise a fait le nécessaire pour moi, j'ai été épanoui, ils m'ont donné tout ce que j'avais besoin pour m'épanouir, mais aujourd'hui j'ai besoin de changement. Il y a des personnes qui n'en auront pas du tout et qui se le diront au bout de 40 ans. J'ai des personnes qui ont 40 ans d'ancienneté dans cet hôtel et c'est magnifique. Et d'ailleurs, on va les mettre à l'honneur le 14 février lors de la fête du personnel. On va les mettre à l'honneur et c'est super chouette. Et il y a des personnes qui ont un cycle beaucoup plus court et une bonne fidélisation, ce serait un investissement gagnant-gagnant sur un temps qui sera honnête pour les deux parties prenantes. Et quel est le rôle alors de l'entreprise dans cette partie fidélisation? Au-delà de ce collaborateur qui doit aussi être honnête avec lui-même, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour, travailler une fidélisation qui soit, sincère? Lui apporter tous les éléments pour faire progresser la personne en tant qu'humain, mais en tant que salarié aussi. Je préfère largement, moi, d'un point de vue RH, investir sur une personne en lui donnant toutes les billes pour créer son employabilité, que ce soit en mobilité interne ou que ce soit sur un champ de compétences plus large. Comme je disais en préambule, ça fait 6 ans que je suis diplômé, c'est ma quatrième entreprise que je fais en 6 ans. On pourrait dire que j'ai la bougeotte ou que, en fait, s'il reste aussi peu de temps, c'est que ça s'est mal passé. Si on regarde mon CV, j'ai toujours réussi à passer une étape en termes de mission, mais parce que mes employeurs m'ont permis d'avoir un CV qui donne envie d'être cherché par un cabinet de recrutement ou d'être cherché par une entreprise. Et la fidélisation, ce sera de dire je te donne ce qu'il te faut pour que tu puisses progresser, donne tout ce que tu as le temps que tu restes avec moi. Et ce sera du gagnant-gagnant et en même temps, je t'aide pour ton projet, professionnel si tu en as un, je t'aide pour ton plan de carrière si tu en as un et je t'aide sur ton poste pour que sois le plus épanoui possible, tant que tu es avec nous. Je mets souvent les relations au travail sur la métaphore du couple, hem, en disant: «Mais si tu n'es plus engagé, je peux faire des actions pour te réengager, bien évidemment et c'est mon rôle en tant qu'RH». Mais à un moment donné, il faut que la personne en face, elle ait aussi la lucidité de dire: «Est-ce que j'ai envie d'être réengagé?» Et la métaphore du couple, c'est, le conjoint ou la conjointe qui dirait à son partenaire: «En fait, je ne t'aime plus». Le premier réflexe, ce sera d'essayer de tout faire en sorte pour la reconquérir, pour qu'elle t'aime à nouveau. Mais à un moment donné, il faut avoir la lucidité de se dire: «Mais en fait, si tu en as plus envie, j'aurais beau faire tout ce que je veux, j'y arriverai pas si toi-même tu en as pas envie». Donc, ces collaborateurs-là et je l'ai fait pour quelques personnes. Quand je dis quelques personnes, c'est les réussites que j'ai eues ou que je pense avoir eues, c'est de discuter avec elles. Par exemple, c'est moi qui fais les entretiens professionnels de certaines personnes ciblées pour qu'elles sortent un peu du cadre, de leur propre manager. Parce qu'on dit souvent: «Je quitte pas une entreprise, je quitte un manager». Donc pour, enlever ce prisme-là et avoir un autre discours, je fais les entretiens professionnels des personnes que je sens en difficulté ou au contraire des personnes que je n'ai pas envie de voir en difficulté. Parce que pour moi, ce sont des pépites, pour moi, ce sont des personnes à garder et donc là, je rentre dans le prisme de: «Je te donne des choses pour que tu me les rendes aussi», que ce soit du gagnant-gagnant. Donc les entretiens professionnels me permettent d'avoir un temps d'échange avec chacun des collaborateurs. On est 130, ça fait beaucoup de temps passé avec eux, mais c'est du réfléchi, c'est du voulu pour avoir, leurs souhaits, pour avoir ce qui leur convient, ce qui leur convient pas, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui et j'ai aucun mal à entendre une personne me dire: «Je n'ai plus envie d'être là, aidez-moi à faire quelque chose pour». Je préfère ça parce que c'est de l'honnêteté plutôt que de faire semblant d'être épanoui ou d'être engagé. Donc c'est une action que je mène, c'est d'échanger avec chacun des collaborateurs. Alors, bien heureusement, certains sont complètement épanouis, engagés, motivés, sur leur poste, heureusement.
Il y en a d'autres qui le sont moins, et là, c'est de trouver des solutions. Donc, on parlait tout à l'heure du congé sabbatique que je propose à des personnes pour qu'ils puissent prendre une mission temporaire ailleurs, sur un autre métier, sur un autre secteur d'activité, pour leur montrer autre chose que le Novotel Paris-Est. Quand on rentre chez soi tous les jours, on sait très bien comment est agencé notre appartement ou notre maison. Et il y a des choses qui nous conviennent, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, mais la structure est faite comme telle. Et peut-être qu'en allant voir dans la maison d'à côté, on va avoir de nouvelles idées en disant, ah ouais, il a fait ça comme ça, c'est génial. Ou ah ouais, en fait, il faut que je quitte mon appartement là, parce que cette façon d'agencement, elle est beaucoup mieux. Et du coup, il faut que je trouve un appartement qui ressemble mieux à ça, qui correspond mieux à mes attentes. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Donc, ça prend pas, ça prend du temps aussi, surtout, parce que il faut surtout que l'idée, elle germe à l'intérieur de l'esprit de la personne et qu'elle se dise, ouais, le message, il est peut-être pas complètement faux et je vais réfléchir et je vais revenir. Et, ce qu'on disait en off, c'est une personne qui est en congé sabbatique depuis 2 semaines ou 3 semaines. J'ai des échanges avec elle depuis le mois d'avril 2024. Donc on a mis 8 mois, 9 mois avant qu'on y arrive. Mais faut pas lâcher et il faut toujours se montrer disponible. J'entends une vraie part de relationnel en fait dans ce que tu dis. Et ça m'amène peut-être aussi à doucement tirer vers la conclusion qui est aussi sur les bases, les bonnes bases de la fidélisation. C'est quoi? Une bonne fidélisation, il n'y aurait même pas besoin d'action de qualité de vie au travail. Il n'y aurait pas besoin, comme c'est mon cas, d'un comité social et économique, le fameux CSE avec les syndicats, et où on voit CGT, on voit les manifestations, on voit les grèves, etc. Une bonne fidélisation serait d'avoir un poste qui correspond à la bonne personne, qui elle-même pense que ce poste est le bon poste pour cette personne-là. Ce serait une bonne fidélisation. Et à côté de ça, ce serait pas qu'il y ait besoin de faire quelque chose, c'est qu'il n'y aurait pas besoin d'en rajouter. Une bonne fidélisation serait que moi, en tant que DRH, je choisis juste le chef d'orchestre, RH, humain. Je ne parle pas du tout du point de vue professionnel, opérationnel, mais le chef d'orchestre humain de personnes qui sont super bien coordonnées les uns avec les autres, super bien, enfin, au bon endroit, au bon moment, à la bonne place. Et c'est comme si le chef d'orchestre mettait le son d'une guitare en faisant croire que c'est le guitariste qui joue son son. En fait, non, c'est un son préenregistré ou c'est un autre son d'un autre guitariste qui est en off mais qui te fait croire que c'est toi qui joues. Non, c'est toi qui joues, c'est toi qui es là à ce poste-là parce que tu es la bonne personne pour ce poste-là et que toi, tu as compris que tu étais au bon poste pour ton épanouissement. Ça, ce serait la vraie bonne fidélisation. Maintenant, on est obligé, il n'y a aucune entreprise qui est parfaite et du coup, on est obligé de faire des actions à côté pour fidéliser avec parcimonie, avec attention, parce que comme il n'y a aucune entreprise qui est parfaite, il n'y a aucune action qui est parfaite. On parlait du télétravail, on parlait de la semaine à 4 jours, on peut parler des différentes primes qu'on peut donner, des actions liées aussi aux anniversaires des collaborateurs, à d'autres actions de, par exemple, je vais te financer une partie de ta licence sportive. C'est pas du salaire, mais en même temps, c'est du pécunier. Donc, ça t'aide. Ouais, mais moi, je suis pas sportif, du coup, vous en faites que pour les sportifs, etc., etc., etc. Donc, le mieux, ce serait de ne pas en avoir besoin. Maintenant, on en a besoin. Il faut savoir doser ces petites actions pour ne pas qu'elles soient contraignantes pour une personne à vouloir partir le moment où elle se dira, je suis plus engagé. Avec un point d'honneur à tout ça sur aussi tout ce qui est QVT, RPS et relationnel, notamment sur le management, qui sont quand même des vrais sujets dans l'hôtellerie, Oui. sur tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, tout ce qui est harcèlement et comportement Mm. aussi un petit peu hiérarchique, très ancré dans l'hôtellerie, où vous mettez des choses en place, c'est ça? Oui, 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 je suis référent TMS Pro, je fais extrêmement attention aussi à tout ce qui est RPS, et là, avec un bon dialogue avec les partenaires sociaux avec qui ça se passe très très bien pour justement
prévenir plutôt que guérir, d'être dans le préventif plutôt que dans le curatif, notamment sur tout ce qui est harcèlement, harcèlement sexuel, ou ce qui est dans la manière de parler aujourd'hui qui n'est plus celle d'il y a quelques années, quelques décennies. Le management autoritaire, directif ne fonctionne plus, mais en même temps, il faut savoir dire les choses aux gens sans passer pour une brute, sans passer pour le méchant. Et c'est un jonglage qui est aussi compliqué. Donc là, je suis beaucoup dans le relationnel avec mes salariés, mais mes managers sont eux-mêmes des salariés comme moi-même je suis salarié. Donc il faut que je leur dise les choses sans jouer sur leur susceptibilité. Donc c'est tout un jeu d'équilibrisme pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils modulent, qu'ils arrondissent, qu'ils prennent de la hauteur et qu'ils mettent les formes dans ce qu'ils disent aux personnes à qui ils le disent. Parce qu'un bon manager, c'est une personne qui sait s'adapter à ses interlocuteurs. Telle personne a besoin d'avoir telles actions pour les comprendre. Telle personne a besoin, au contraire, de qu'on leur dise les choses plus frontalement aussi, hein. Il y a des personnes qui aiment ça, qui ont besoin d'un coup de boost pour comprendre, mais il faut savoir comment les dire à quelle personne. Il faut savoir s'adapter. Et, euh, et je suis là pour voilà, sensibiliser un petit peu et j'essaye en tout cas d'être ultra disponible pour les managers, voilà, pour les accompagner dans la démarche de discussion, dans les actes managériaux, alors sans m'immiscer et sans que tout remonte non plus au DRH, mais faire en sorte qu'ils prennent le temps de respirer ventral. Je dis toujours respire ventral, prends le temps, souffle, ne réponds pas, analyse la situation et comment faire en sorte que ce soit compris pour que ce soit constructif. Est-ce que tu aurais un conseil, à partager aux DRH qui nous écoutent et qui, se poseraient des questions sur, la fidélisation, et que toi, tu aurais, ce conseil un peu fort que tu aimerais leur passer? Le conseil que je pourrais donner à mes collègues, ce serait de jouer sur cette transparence-là aussi. Je le dis à mes salariés en disant le congé sabbatique, par exemple, moi, il va m'arranger aussi. J'essaie de trouver une solution pour toi, mais ça va aussi m'arranger moi. Il faut pas avoir peur à partir du moment où on explique les choses que on va aller sur telles hypothèses de travail, de solutions, et il faut pas hésiter à discuter. Il faut se montrer disponible. On a, nous, en ressources humaines, on a quand même un rôle d'assistant social parfois. Faut savoir écouter, mais il faut aussi savoir dire les choses. Et on a souvent cette crainte. Et je parlais du manager tout à l'heure, ou je parlais même en tant que Camille, on a souvent du mal à dire les choses aux gens parce qu'on n'a pas envie de froisser la personne. Mais à un moment donné, si on la froisse, c'est qu'on a touché quelque chose. Et il faut savoir donner ce genre de message. Il faut pas avoir peur de dire les choses avec les formes. Ça sert à rien de dire t'es con. Mais il faut faire comprendre à la personne que, enfin, faut prendre le temps de faire comprendre à la personne qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles de cette façon-là, possibles d'une autre, mais qu'on va l'accompagner. Et à partir du moment où il y a un accompagnement, à partir du moment où il y a un échange qui est franc, j'ai toujours vu que c'était positif sur le long terme quand même. Merci pour, ce sage conseil. Merci Erwan pour ton partage et pour ces, 35 minutes de podcast que tu nous as offerts. J'espère, en tout cas que tous ceux qui t'ont écouté, ont trouvé, le partage passionnant comme j'ai pu le trouver. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent, eh bien, j'ai envie de vous dire à la prochaine pour un nouvel épisode de Ma vie de DRH et à nouveau, merci Erwan. Merci Pauline. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés et si ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. À très vite pour un prochain épisode de Ma vie de DRH.